Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces 2 heures sur Sud Radio. Alors dans la vie, on est sans cesse obligé de s'adapter et ça demande une certaine souplesse. Malheureusement, nous ne savons pas toujours accepter ce que les événements nous demandent d'accepter et c'est parfois alors le corps qui va nous faire signe. Je vous propose qu'en compagnie de Michel Odoul, de mieux comprendre ce que ça signifie, cette capacité d'adaptation et pourquoi nous allons tout particulièrement avoir mal à tel endroit du corps et particulièrement justement au niveau de nos articulations. Alors elles sont nombreuses, les articulations, il y a les genoux, les coudes, les épaules et beaucoup d'autres. Et évidemment, vous vous en doutez bien, chaque articulation a une signification particulière. Donc si vous avez mal aux genoux ou aux poignets, à moins que ce soit peut-être les chevilles, je vous propose de venir nous appeler et puis comme ça Michel Odoul pourra vous donner une signification un peu plus claire de ce que vous avez du mal à accepter. Voilà, et on sait aussi que c'est peut-être du côté droit ou du côté gauche et c'est donc en relation plutôt avec le masculin ou le féminin. Michel Odoul, merci d'être avec nous donc pour nous expliquer à quel point il faut savoir s'adapter, il faut être souple dans la vie. Oui, bonjour Brigitte, et puis écoutez, merci de me donner la parole sur toutes ces questions qui sont bien sûr celles qui me passionnent depuis toujours. Et oui, nos articulations sont sans doute représentatives de quelque chose qui nous concerne au plus profond de nous-mêmes. Et on peut essayer de les observer et d'écouter ce qu'elles ont à nous dire en prenant en compte ce à quoi elles servent. Or, à quoi sert une articulation ? C'est très simple, il suffit de reprendre le nom articulation. Elles servent à articuler un certain nombre de choses. C'est-à-dire que c'est elles qui permettent à nos corps, effectivement, comme vous l'évoquiez, d'avoir une certaine souplesse et une capacité au mouvement. Sinon, notre squelette serait totalement rigide ou au contraire incapable de bouger. Les articulations, c'est ce qui permet, en attachant les parties rigides des os qui nous portent et structure sur la charpente de notre corps, permettent de la mettre en mouvement. Et cette mise en mouvement, elle est absolument incroyable, elle est quasi infinie. C'est-à-dire que ces articulations, c'est ce qui nous permet tout. Le déplacement, aller d'un point à un autre, agir, faire, tenir, enserrer, bouger. On est vraiment là en présence de quelque chose dont on a rarement conscience et qui est pourtant tellement, tellement important et essentiel et dont on prend conscience quand ça fait mal ou quand ça marche plus. Alors évidemment on pense que parfois il y a de l'arthrose dans les articulations et à ce moment-là ça fait mal. Oui, mais on pourra l'évoquer, oui. Par exemple. Et puis hier on faisait une émission sur le sport et le sexe et c'était intéressant parce qu'on a évidemment eu beaucoup de sportifs qui ont témoigné et beaucoup à des moments ont des accidents et souvent c'est une articulation évidemment qui souffre. Mais c'est peut-être pas par hasard. C'est-à-dire, alors évidemment quand on fait du sport on prend plus de risques peut-être ou pas forcément. Qu'est-ce que vous diriez ? De toute façon, on sollicite plus le corps, mais on le sollicite en permanence, sans s'en rendre compte. Et donc, la pratique sportive, quand elle est intensive, voire peut-être parfois excessive, évidemment qu'elle va sursolliciter le corps. Mais la question qu'il faut se poser, c'est peut-être pas celle-là. C'est-à-dire que la question qu'il faut se poser, c'est de se dire, mais ça fait combien d'années que je fais du sport ? Et pourquoi est-ce que je me suis blessé ce jour-là, à cette articulation-là ? C'est-à-dire que la pratique sportive, c'est effectivement ce qui sollicite la mécanique. Mais qu'est-ce que c'est qui fait qu'à un moment donné, on va peut-être aller vers un acte manqué réussi dans lequel, ce jour-là, dans telle pratique, alors que peut-être on va faire un exercice beaucoup moins poussé qu'on a pu en faire d'habitude, on va avoir une douleur qui va apparaître, on va avoir un tendon qui va s'enflammer, on va avoir une cheville qui va bouger. Comme si, justement, notre corps avait besoin de nous dire quelque chose. Voilà, il avait besoin sans doute de nous inciter à comprendre qu'il y a peut-être quelque chose à relâcher, à détendre, à préserver, à protéger, à accepter, entendre, à accueillir, quel que soit le terme que l'on va mettre derrière ça. Et c'est souvent incroyablement parlant. C'est-à-dire que quand on s'arrête et qu'on se pose la question de se dire « mais d'accord, là je me suis fait une entorse parce que j'ai glissé sur une peau de banane en marchant sur le trottoir ». C'est clair. Mais est-ce que c'est la première fois que je rencontre un risque pareil ? Est-ce que c'est la première fois que je marche sur un trottoir qui est en mauvais état, etc. ? Pourquoi est-ce que je me suis blessé ce jour-là ? Et quand on remet la chose en perspective, à ce moment-là, il y a des éclairages absolument étonnants qui arrivent. Oui, et puis on peut glisser sur une peau de banane et ne pas se faire mal. Et ne pas se faire mal. Et on peut en effet se péter le genou. Et sur un geste apparemment anodin. Et sur a priori le même événement. Et puis on est dans une société qui actuellement laisse à penser qu'il faut peut-être être un peu plus souple, un peu s'adapter. Les choses sont. Et est-ce que vous pensez qu'actuellement ce que nous vivons actuellement, oui.
ça sollicite beaucoup et ça sollicite de façon ambiguë et contradictoire. Parce qu'à la fois, ça, on nous demande d'être souple, c'est-à-dire d'avaler un certain nombre de choses, mais en même temps, on nous demande de rentrer dans un moule. C'est-à-dire que là, il y a à la fois une espèce de vécu et de ressenti de contrainte, de correspondance à un consensus de base. Et ça, c'est devoir nier ou renier complètement la particularité qui est la nôtre, l'individualité, les caractéristiques propres à chacun de nous, les envies ou les histoires qui sont propres à chacun des individus, qui ne peuvent pas tous rentrer dans le même cadre et dans la même boîte. Et que cette contrainte globale, environnementale, psychologique, psycho-émotionnelle, de correspondance à un consensus de base dans lequel tout le monde doit rentrer, est quelque chose qui est étonnamment contraignant. Et nos articulations n'aiment pas les contraintes. Elles sont d'ailleurs constituées autour de structures osseuses, autour desquelles il y a ce qu'on appelle un cartilage. C'est-à-dire un petit peu, vous savez, comme ces choses en silicone qu'on met sous les meubles pour les faire glisser. Et ces cartilages, quand ils sont soumis à des contraintes qui dépassent un certain seuil, ils vont commencer à souffrir, ils vont s'échauffer, ils vont se fragiliser, ils vont se fissurer. Et c'est à partir de ce moment-là qu'un certain nombre de manifestations vont apparaître. Vous évoquiez tout à l'heure l'arthrose. Ça peut être aussi une algodystrophie, ça peut être une fissure d'un ménisque, ça peut être un certain nombre de choses. Et qui vont à un moment donné traduire le fait que sans doute, dans telle direction ou dans telle zone d'articulation de ma vie, j'ai sans doute un excès de pression qui est mise ou de contrainte qui est mise. Bien sûr. Et puis, il faut bien comprendre, on parle de la souplesse, de l'acceptation, de l'articulation aux choses, mais ça n'a rien à voir, évidemment, avec la soumission, hein, qu'on comprenne bien. Absolument. On est bien d'accord. On est tout à fait d'accord. S'adapter, ça ne veut pas dire se soumettre. Hein. Absolument. Et ça, c'est important peut-être de faire S'adapter, ça veut dire intégrer, prendre en compte le contexte dans lequel on est. S'opposer à un contexte est quelque chose qui est vain et qui de toute façon conduit à un épuisement, à une fatigue, ou etc., etc. Et donc s'adapter, c'est être capable d'en saisir les ressources pour avancer sur son chemin de la vie comme on a à le faire. Et puis je crois que vous aviez un coup de cœur, Michel Odoul, vous vouliez nous parler de ce livre de Laurence Le Jalut, La deuxième vie de mon fils. C'est un livre qui vous a particulièrement touché. C'est l'histoire d'une femme donc qui, alors que son fils était condamné, qu'il a C'est sauvé. Ça. C'est comment transformer une épreuve en démonstration de vie et d'amour. C'est comment démontrer combien le cœur est capable de soigner. C'est démontrer combien être une femme et être une mère, c'est être dans l'amour et dans l'accueil inconditionnel de la vie que l'on a créée, que l'on a donnée. Et c'est l'histoire racontée pas à pas de l'expérience de cette jeune femme qui, un jour, a une minute d'inattention, ou plutôt va chercher quelque chose dans la maison, et quand elle ressort, découvre son enfant d'1 an et demi noyé dans la piscine. Elle se précipite, elle plonge à l'eau, elle lui fait les premiers secours, elle réussit à le réanimer un petit peu, les ambulances et les secours arrivent. Ce petit enfant d'1 an et demi fait 2 crises cardiaques. Il est considéré comme perdu. D'ailleurs, la médecine et les médecins à l'époque lui disent qu'il est perdu, etc. Et que si jamais il s'en sort, il sera tétraplégique et aveugle. Et elle a à l'intérieur d'elle-même quelque chose d'absolument incroyablement puissant qui pousse un cri énorme et qui dit non, je ne veux pas, et c'est pas ça qui va se passer. Je vais m'occuper de lui, je vais le sauver. Et c'est tout son parcours qui est un parcours, mais vraiment qui est d'une puissance et touchant et écrit avec intelligence, parce que ce sont des petits chapitres courts, parce qu'il y a une densité émotionnelle qui est très forte. C'est un livre remarquable, c'est un livre de réconciliation avec le féminin aimant. C'est au City Témoignages, les éditions, et ça s'appelle La deuxième vie de mon fils. Donc voilà, Michel Odoul avait envie de nous en parler. Oui. On va faire une petite pause et puis on va donner la parole à Marlène qui va nous rejoindre dans un instant. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. 14h-16h. Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Michel Odoul, fondateur de l'Institut français de Shiatsu et auteur bien sûr de 10 mois où tu as mal, je te dirai pourquoi, aux éditions Albin Michel. Je ne sais pas si on aura assez de 2 heures pour parler de toutes les articulations du corps, mais je pense qu'on va essayer. En tout cas, je crois qu'on va commencer par les genoux. Bonjour Marlène. Bonjour Brigitte, bonjour Michel Odoul. Bonjour. Bah oui, les genoux.
c'est mieux quand ça marche, quand ça fait pas mal. Moi, j'ai été danseuse pendant, avec l'apprentissage de la danse, une vingtaine d'années. J'ai commencé vers l'âge de 4 ans la danse. Classique, j'imagine, hein, oui. Oui, danse classique, ballet. Je suis rentrée un peu en sport-études à partir de 13 ans. Donc à partir de 13 ans, j'en faisais un petit peu avant. J'en faisais à peu près tous les jours 2-3 heures. Et après, ça a été, en tant que professionnelle, c'est 8 heures par jour. Et maintenant, je suis prof de danse. Mais c'est... Alors bien sûr, je peux m'aménager, je peux faire attention, tout ça. Donc au début, je critiquais un petit peu mon médecin sportif. Il me dit, faut juste arrêter de plier. Je fais, c'est très drôle. En fait, oui, ça marche. Ça marche. Et c'est les deux ou il y en a un qui fait plus mal que l'autre? Non, il y en a un qui est beaucoup plus, c'est le droit. Et pourtant, en danse, la jambe d'appui, c'est le gauche. Donc, celui qui serait le plus vulnérable, celui qui aurait le plus travaillé, ça aurait été le gauche, de base. Et c'est celui qui est le plus fort. Et ça serait un manque de tonicité de l'intérieur d'un côté de la cuisse. Et c'est vrai que suite à mes grossesses, j'ai perdu tous mes muscles. Mais alors, quand je dis tous mes muscles, je pouvais plus monter sur demi-pointe, même pas les pointes. Hein. Oui, mais Marlène, en tant que danseuse, on sait très bien qu'il y a beaucoup de danseurs, surtout de danseurs classiques, hein, qui vont avoir mal au dos, qui vont avoir. Oui, vous, c'est les genoux, comme par hasard. Voilà. Donc, c'est peut-être ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que c'est pas. Il y a peut-être quelque chose justement. Oui, c'est-à-dire, je crois que. Mais déjà, si vous voulez, la réponse, elle est quasiment dans tout ce que vous avez dit. C'est-à-dire que. D'accord. Il faut arrêter de plier. Je trouve que c'est intéressant comme remarque de la part de votre médecin sportif. Parce que bien sûr que le genou, c'est l'articulation qui plie, c'est l'articulation de la flexion, c'est l'articulation de la soumission, de l'acceptation, de l'allégeance, etc. etc. Et là aussi, vous dites quelque chose d'intéressant quand vous dites, mais c'est pourtant plutôt mon genou gauche sur lequel je travaille, je m'appuie, donc peut-être éventuellement on aurait pu, si on était dans une logique purement mécanique, dire, c'est plutôt celui-là qui aurait dû avoir mal. Tout à fait. Et puis maintenant, vous amenez cette information qui est l'information des enfants et des grossesses, etc. C'est intéressant que pour une danseuse, le fait d'avoir des enfants, ça fait perdre du muscle. C'est-à-dire que cette perte de muscle, un truc de dingue. Oui, un truc de dingue, mais c'est un truc de dingue parce que finalement, la grossesse et la maternité, c'est peut-être ce qui vous empêche d'être danseuse. Oui, j'ai arrêté pour ça en fait. Oui. Et J'ai mis entre parenthèses en fait ce truc-là. Exactement. Parce que c'était comme une horloge biologique en fait. Ça m'a. C'est comme si j'ouvre un canard et je dis tiens, je vais être hôtesse de l'air parce que il faut que je devienne maman. En gros, c'est ce qui s'est passé pour moi. Hein. J'ai pas dit au hasard hôtesse de l'air. Hein. C'est que en fait, au lieu de prendre le car pour aller donner des spectacles, la voiture. J'ai dit, tiens, je vais prendre l'avion et je vais devenir hôtesse de l'air. Mais c'est ce que j'ai essayé de créer, en tout cas, de devenir quelqu'un d'autre pour pouvoir m'autoriser d'être enceinte. Oui, mais je pense que ce qui se traduit dans votre genou, c'est cela. Et c'est la difficulté à accepter profondément tout ce que cela implique et signifie. Oui, c'est ça. Vous avez mal au genou depuis combien de temps, Marlène ? Le genou, ça a été, en fait, quand j'ai voulu reprendre en tant qu'arrêter le métier que je m'étais inventé pour devenir une femme et devenir maman. En fait, devenir quelqu'un qui allait être c'est quand vous reprenez, c'est quand vous reprenez la danse en quelque sorte que vous avez voilà. Donc vous voyez, symboliquement, c'est quand même intéressant. Je veux me faire du bien en fait. Non, vous faire du bien, pas obligatoirement. Vous savez, la danse classique, c'est aussi beaucoup de contraintes. C'est extrêmement exigeant. Oui, tout à fait. Tout à fait. Voilà. Mais c'est comme une drogue. Hein. C'est comme une drogue au propre comme au figuré, parce que comme la souffrance corporelle fait sécréter des endorphines naturelles, effectivement, on va avoir tendance à devenir accro à ça, ou du moins à ce que les endorphines produisent quand elles se dégradent, et notamment de l'ocytocine et de la dopamine, et donc ça vous amène à avoir cette espèce de besoin et ce manque. Et en même temps, il y a aussi le fait que vous êtes là dans une pratique physique dans laquelle le corps se réalise et s'exprime totalement. Et donc, dès que ça n'est plus le cas, le vécu d'inertie est quelque chose qui est plutôt compliqué à vivre et à accepter. Mais que dans ce qui est la réalisation de la vie, effectivement, et c'est pour ça que le genou droit fait mal,
toute cette conquête, entre guillemets, obtenue à travers la pratique de la danse, elle se fait au prix de l'abandon de quelque chose d'autre. Et c'est ça qui est douloureux et qui est sensible. Alors sur le plan de la mécanique ou etc., allez voir un praticien shiatsu, faites-vous faire des techniques qu'on appelle les techniques d'ouverture de hanche. C'est quelque chose qui va beaucoup vous faire de bien, parce que il faut savoir que dans des cas non post-traumatiques comme le vôtre, lorsqu'un genou fait mal, en fait, il y a de fortes chances que ça vienne d'une contraction de la hanche et d'un petit décalage sacro-iliaque qui fait que votre jambe ne fonctionne plus exactement dans son axe de travail. Et que c'est ça qui, petit à petit, génère la douleur dans le genou. Et donc, ce travail-là, qui va vous amener à un repositionnement du bassin, à refaire travailler la cuisse droite correctement, etc., va permettre à votre genou de refonctionner librement. Mais à la condition, bien sûr, que la contrainte et la difficulté à accepter au plus profond de vous-même de faire un choix de vie entre ces différentes directions, il faut qu'elles soient totalement intégrées et acceptées, parce que sinon la tension au genou va revenir. Oui, ça voudrait dire que soit il faut que je mette aussi peut-être l'imagination de ne plus être dans la danse, parce que j'ai une vie de famille et que c'est contraignant pour ma vie de famille. En fait, c'est oui, ce que sauf une je vis chose. actuellement. C'est pas tout blanc ou tout noir non plus, Marlène. Et quand vous parlez, quand vous parlez au plus profond de vous-même, ne parlez pas avec du négatif. Donc ne créez pas un rêve de ne plus faire quelque chose. Mettez un rêve d'accueillir et d'accepter totalement le fait que vous avez envie de vous consacrer à telle chose. C'est dans ce sens-là qu'il faut vous constituer un rêve. Ouais, mais je suis pas arrivée. En fait, là, je suis même en thérapie en couple, thérapie de couple aussi, parce que justement, mon mari comprend pas que j'ai besoin de partir le soir donner des cours de danse. Et en fait, le fait que ce soit lui qui me contraigne à me dire « mais tu te rends pas compte que ça serait mieux que tu sois avec nous le soir », ça me fait mal au cœur, en fait, de me dire que il a peut-être raison. C'est horrible. Alors, il y a peut-être ça. Alors, peut-être que c'est une composante supplémentaire dans le genou, ça. Hein, c'est-à-dire, il y a une difficulté à accepter de décider des choix de ce que c'est sa vie de femme. Ouais, c'est ça. Mais il faut voir aussi, Marlène, tout ce que vous avez mis dans la danse depuis que vous avez 4 ans. Donc renoncer à ça, c'est presque renoncer à vous-même, voyez. Donc c'est important de comprendre qu'à un moment donné dans la vie, on se construit avec certaines choses et puis après on s'adapte à autre chose. Enfin, mais ce qui ne veut pas dire, encore une fois, de renier tout ce que vous y avez mis. Je pense que c'est tout ce travail-là qu'il faut faire, que vous faites peut-être aussi en thérapie. Et puis, moi, je pense qu'il y a un choix qui n'est pas, encore une fois, tout noir ou tout blanc. Vous pouvez. C'est ça. Pas d'exclusion totale. C'est-à-dire, c'est comme en cuisine, c'est une question de dosage sur les ingrédients. Et puis on peut tout doucement se mettre dans la tête qu'on va gentiment renoncer à quelque chose sans pour autant arrêter du jour au lendemain non plus, vous voyez. Non, et puis il faut que je trouve mon bonheur aussi. Mais il ne faut pas que ce soit un choix de l'autre. Et il faut que ce soit un choix de moi-même, mais c'est compliqué à mettre en place actuellement. Ce qu'il faut déjà dire à votre mari, c'est que plus il va vous dire d'arrêter, plus vous allez vouloir continuer, plus vous allez résister. Ça, ou plus ça va générer de frustration et moins vous serez agréable à la maison. Donc ça, c'est quand même important qu'ils comprennent. Maintenant, ce qu'il vous dit n'est peut-être pas totalement idiot, et c'est à négocier gentiment, tranquillement, sans pour autant s'agenouiller devant lui. Non, mais c'est vrai que je pense que je ne mets pas ma force au bon endroit, et parce que je suis quelqu'un de très forte. Bon, j'ai aucun jour de repos. Je suis quelqu'un qui a besoin de beaucoup travailler. J'ai besoin de vivre à travers un travail. Même quand je vais à l'aéroport, je donne toute ma vie, toute mon énergie. Et arrivé à la maison, je suis plutôt éteinte, effacée, au service. Attention, ça ressemble un peu à une fuite, tout ça quand même. Et alors voilà, c'est ce qu'on parle dans les entretiens qu'on a avec la thérapeute, oui. La thérapeute. On parle de ça, on sait en gros, et lui il le dit ouvertement, et ça me fait encore plus mal au cœur quand c'est lui qui le dit. Parce que pour moi, j'ai besoin de ça, en fait. C'est un besoin vital, en fait. Et de le fait qu'ils le disent, ça me fait mal au cœur, parce qu'il le dit devant les enfants, donc du coup, je suis en porte-à-faux devant les enfants aussi.
Maman est jamais là, maman ceci, maman cela. Donc c'est dur à accepter. Mais je l'entends, en tout cas. Oui, enfin en même temps, il faut aussi qu'il réalise qu'il vous a choisi quand vous étiez déjà, je suppose, dans cette... À 200%. Bon, tout à fait. donc c'est à lui aussi Et de... pendant 6 ans, j'ai réduit. Et quand les enfants sont rentrés à l'école élémentaire, je me dis, hop, c'est bon, c'est à moi. Et en fait, c'était pas comme ça qu'il fallait le faire. Mais bon, on fait comme on peut. On réfléchit pas aux conséquences. Oui, non, c'est pas tout à fait aussi simple que ça. Soyez moins manichéenne et soyez plus dans la capacité à comprendre et intégrer les deux dimensions, la vôtre et la nécessité, le besoin qui est le vôtre, qui est effectivement le besoin d'avoir une activité et d'être active, en faisant attention effectivement à ce que vous suggérez, Brigitte, à savoir qu'il y a un moment donné, quand le dosage dépasse un certain seuil, on n'est plus dans quelque chose qui nourrit, on est dans quelque chose qui compense. Et donc, il faut faire extrêmement attention à ça et que je pense que vous avez besoin de faire tout ce que vous faites en grande partie pour être présente dans votre maison, dans votre couple ou dans votre famille. Mais si c'est pour arriver, quand vous le dites, vous arrivez le soir et vous êtes éteinte et à ce moment-là, la seule réponse que vous trouvez à dire derrière, c'est « je suis à ce moment-là soumise », on voit bien que vous êtes dans une tension par rapport à la peur qu'on vous impose quelque chose venant de l'extérieur, alors que la seule personne qui s'impose quelque chose, c'est vous. Oui. Donc, vous c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Voilà. Mais lui, il est très souple, le serpent. Il peut se mordre la queue. Oui, il peut, lui. Vous, c'est plus compliqué, Marlène. Merci en tout cas. Allez, on fait une petite pause et on continue bien sûr à évoquer toutes les articulations. Et on va revenir aussi avec le Love Conseil. On va parler du symbolique, du réel et de l'imaginaire. Très intéressant aussi, vous allez voir. Avec Michel Odoul, nous évoquons les problèmes liés aux articulations. De quoi sont-elles le symbole ? Vos genoux, vos épaules vous font souffrir. Appelez-nous 0826 300 300. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour, c'est Cécile de Benibus. Bonjour, c'est Philippe David. Tout à l'heure, de 17h à 20h, des idées, des échanges et votre avis en direct. Les vraies voix arrivent, restez connectés. Sud Radio. Parlons vrai, Love Conseil. Michel Odoul, j'avais envie de revenir sur le réel, le symbolique et l'imaginaire, qui sont des notions, je trouve, un petit peu oubliées. Ces derniers temps, on est trop dans le réel. Et c'est vrai que l'être humain a la chance de pouvoir conjuguer sur ces trois registres, contrairement à l'animal. Mais bien souvent, il a tendance à rester dans le réel. Et ça bloque notamment quand on a peur, par exemple, ou quand on a des inhibitions, eh bien, on va rester dans le réel. Et c'est un petit peu dommage. Alors, je vais prendre évidemment l'exemple du sexuel, comme ça sera plus facile pour tout le monde de comprendre, parce que tout le monde quand même a un petit peu des notions de ce que c'est que le sexuel. Quand on reste uniquement sur le mode du réel, on se coupe évidemment de la fantasmatique, qui fait bien sûr partie du monde imaginaire. Et c'est vrai que l'imagination dans la sexualité, quand par exemple on trouve qu'on s'ennuie un peu, permet de moins s'ennuyer. C'est donc assez intéressant. Et puis on peut aussi rester sur le symptôme, alors que souvent le symbolique va être source de solutions. Alors je vais prendre par exemple le symptôme de l'éjaculation précoce. Si vous restez sur le réel, vous pourrez certes éventuellement faire des exercices qui sont parfois efficaces, mais si votre esprit reste bloqué sur le réel, ça va être je suis si excité que je vais éjaculer. Mais si vous partez sur l'imaginaire, vous allez pouvoir peut-être faire l'amour autrement. Et surtout, si vous partez sur le symbolique, vous pourrez donner du sens à cette précipitation qui est l'éjaculation précoce. Et en donnant du sens, pourquoi j'ai besoin d'éjaculer aussi vite, vous allez peut-être trouver l'origine de votre symptôme. Est-ce que je suis assez claire ? Oui, pour vous, certainement, mais oui, mais c'est très clair. C'est très clair. C'est vrai effectivement que le symbolique va nourrir le sens. Le sens est quelque chose de fondamental parce que c'est lui qui réconcilie la réalité et donc le réel du physique avec les pensées de l'individu. Et le fantasme est ce qui va ensemencer l'imagination et la manière avec laquelle on traverse le réel. Et que c'est donc quelque chose qui est majeur et qui est essentiel. L'idée qu'on se fait des choses, elle est fondamentale parce qu'elle détermine la façon dont on les vit et la façon dont on les vit détermine la façon dont on les fait. Et donc il y a effectivement cette intrication entre ces trois plans qui est majeure et qui, bien au-delà même de ce qu'est la question de la sexualité, devrait nourrir tous les plans de notre vie. Et malheureusement,
Et c'est ce qui nous permet de sortir de périodes difficiles, quand on traverse un drame, par exemple, symboliques, imaginaires peuvent nous permettre. Par exemple, je prends un exemple, puisqu'on parle aujourd'hui des maux du corps, on se retrouve, par exemple, totalement alité parce qu'on s'est fracturé le bassin, par exemple. Eh bien, l'imaginaire permet de nous évader quand même, et donc de ne pas être trop dans la frustration, enfermé dans la douleur et enfermé, etc. Et puis le symbolique permet de donner du sens à ce qui nous est arrivé. Mais c'est le grand absent de nos jours, le symbole. Je trouve. Le symbole et donc le sens. Nous sommes des sociétés, des cultures et des civilisations qui se sont petit à petit vidées du sens. Et nous sommes complètement écartelés entre les deux grandes pôles qui sont associables à ça, qui sont le réel, donc nous sommes pris dans la matérialité, ou qui sont le fantasme, et nous sommes pris dans le virtuel. Et les deux s'écartent et nous écartèlent complètement parce qu'il n'y a plus de pilier central. Or, le pilier central, comme toujours, il a toujours été le même, c'est celui du sens et du symbole. C'est pour ça qu'il y a eu les mythologies, c'est pour ça qu'il y avait les contes et les histoires qu'on racontait aux enfants. C'est pour ça que dans toutes les traditions orales, on transmettait des mythes, parce qu'ils étaient porteurs de cette notion du symbole et ils donnaient une raison d'être. Et donc revenir un peu sur le symbolique, ça nous aide à comprendre notre existence, tout simplement. Ça suppose une reculturation. Oh, il y a du boulot, hein. Mais on est là, on ne lâche rien. Bon, alors justement, on va continuer sur le symbole du genou avec Marie, qui a eu, je crois aussi, suite à un accident de moto, un problème au genou, c'est ça? Bonjour Marie. Oui, bonjour à tous les deux. Bonjour. Oui, je voulais surtout... Bon, c'était hier. Je voulais intervenir hier par rapport au sport et au bien-être que ça peut procurer, parce que je suis plus un perdant de l'année. Je fais du sport minimum, enfin, je fais une activité physique de 2 heures par jour, tous les jours. 2 heures par jour, tous les jours. C'est beaucoup, hein? Ah oui. C'est un peu beaucoup quand même. Oh, mais bon, comme je l'ai dit, faites quoi comme sport? Je fais de la marche, du vélo, du ski. Et puis, je conduis encore ma moto. Bon, ça, c'est pas du sport, c'est de la balade, mais... Oh, quand même, la moto, il faut être un peu sportif. Ça peut être physique, oui. Ça peut être physique, oui. C'est un peu physique, oui, mais bon, quand on est habitué, ça fait des années que je conduis et ça va. Donc, alors, j'ai eu quand même justement un accident de moto il y a 7 ans et demi. Et suite, j'ai eu juste une fracture, parce que quand on voit l'accident que j'ai eu juste une fracture de la rotule. Je n'ai pas eu de broche, on a laissé ressouder comme ça. Et puis, vu le choc, maintenant, j'ai des rhumatismes à ce genou, c'est le genou gauche. Et je voulais savoir ce que je pourrais faire. Je commence à en souffrir, si vous voulez, en marchant un peu. Je ressens de la douleur, mais bon, il n'y a pas grand-chose apparemment. Il y a pas. Le ski doit aussi, parce que les genoux sont très sollicités quand on fait du ski. Eh bien, écoutez, moi j'aime bien le ski parce qu'en descendant, on se laisse glisser. Je fais toutes les pistes, bon, ça va. C'est pas là où j'ai le plus mal. C'est quand je marche. C'est quand vous marchez. Ouais. Et vous avez mal au genou gauche? Ah, mais c'est le genou gauche qui a été blessé. Hein, si vous voulez, il n'y a pas de logique absolue dans ce sens-là. On peut se blesser au genou gauche et que ça fasse mal parce qu'on compense sur le genou droit. Donc, la localisation, elle est pour vous, en tout cas, au genou gauche. Oui, c'est ça. Voilà. Oui, je sais que vous allez me dire, ça représente quelque chose. Mais vous avez envie de savoir quoi oui, ou pas sinon, vous nous parlez de sexe et de sport et ça nous va bien. Hein. Non, mais je sais qu'avec Michel... On n'y échappe pas. Oui. Allez-y, docteur. Non, il n'y a pas docteur déjà. Et puis ensuite, très globalement, les informations que je donne et les idées que j'avance ne sont que des propositions de réflexion et de sens. Ce ne sont absolument pas des vérités absolues que j'assène. En revanche, ce sont des invitations à réfléchir dans une direction précise. Qu'est-ce que c'est le genou? Le genou, c'est l'articulation majeure centrale de la jambe, c'est celle qui permet de plier, c'est celle qui permet de se mettre à genoux, c'est l'articulation
qu'on utilise quand on s'agenouille pour prier ou qu'on s'agenouille parce qu'on va être adoubé chevalier, etc., etc. Et c'est très globalement, à travers toutes ces fonctions particulières du genou, eh bien c'est l'articulation qui est porteuse d'une idée centrale qui est celle de ma capacité à accepter quelque chose. Et accepter quelque chose qui est en lien avec les jambes, qui sont les vecteurs de relation au monde. Ce sont les jambes qui me permettent d'aller d'un point à un autre ou d'aller vers quelqu'un. Et donc le genou est l'articulation qui symbolise effectivement cette idée de la capacité à accepter ce qui se passe dans ma relation aux autres ou à moi-même. Le côté gauche dans le corps, il est, lorsqu'il se manifeste à travers des symptômes ou des traumatismes, etc., il est en relation et en symbolique avec l'image du masculin. Le masculin qui nous soit extérieur, c'est-à-dire l'image et la symbolique du père, du conjoint, du fils, etc., etc., ou l'image du père intérieur, c'est-à-dire ce qui est l'autorité en nous, ce qui commande, ce qui décide, ce qui ordonne, et ce qui fait que nous avons une autorité sur nous-mêmes. Et dans ce que je viens d'entendre à travers tout ce que vous dites, vous êtes quand même dans un rapport à vous-même qui est assez coercitif et assez autoritaire. Et à travers les choix qui sont les choix d'activité qui sont les vôtres, on voit bien qu'il y a un espèce de rapport de puissance à vous-même qui est quelque chose qu'aujourd'hui votre corps est en train de vous dire, et qu'il a peut-être essayé d'ailleurs de vous dire à l'époque quand il y a eu l'accident, qu'il n'est peut-être pas obligatoirement nécessaire d'être aussi exigeant et dur avec soi. Qu'il y a peut-être besoin d'arrondir des choses, qu'il y a peut-être besoin d'accepter, de fléchir et de plier sur des phases de vie, des évolutions, des époques et des besoins sans doute de mettre un peu la pédale douce sur la manière avec laquelle on se maltraite. D'être un peu plus tendre avec soi-même, oui. Un peu plus féminine avec soi-même, si je puis dire. Marie, ça vous parle ou pas tout ça? Oui. Oui. Quelle voix masculine vous nous sortez pour nous dire ça. Cache ta joie. Oui, c'est ça. Oui. Mais oui, Non, quand mais il vous... J'ai débrayé un petit peu, j'ai levé la patte. Oui, j'ai levé le pied. Alors j'aime bien le un petit peu. Oh, pas mal, même pas mal. Je ne me reconnais pas quelquefois. Je suis surprise par mes. Et est-ce que finalement, avec je ne me reconnais pas. Oui. Mais est-ce que finalement vous ne serez pas plus à l'aise en levant un peu plus la patte? On dirait un chien qui va faire pipi, un mâle qui fait pipi. Brigitte, Ah non, moi je suis dans le symbolique aujourd'hui. Oui. Mais quand vous dites je ne me reconnais pas parce que vous pensez que vous êtes qui ou quoi? Non, c'est parce que je répondais, si quand quelque chose ne me plaît pas, je réponds systématiquement, je réfléchis pas, je rentre dans le là. C'est ça. Et ça, c'est très féminin comme... Oui, ouais, ça m'agace, des fois ça m'énerve. Là maintenant, je laisse pisser. Oh là, j'ai dit, oh là, on verra demain. Non, cool. J'essaie d'être plus cool quand même. Hein. Oui. Ben, essayez et arrivez parce que ce sera mieux. C'est ça que votre corps... J'y arrive, si. Bon. C'est ça que votre corps vous dit. Mon cas n'est pas désespéré. Ah mais ça, personne ne vous l'a dit, ça. Personne ne vous a dit que vous étiez désespéré. Mais très sincèrement, essayez de refaire un lien contextuel avec l'époque où vous avez eu cet accident de moto et puis remonter le fil à rebours comme ça et vous allez voir que, évidemment, qu'il y a eu un certain nombre d'appels ou de signaux qui sont venus de l'intérieur et qui ont tenté de vous dire écoute, sois un peu plus douce avec toi-même, occupe-toi un peu plus de toi, etc. Tu as suffisamment donné dans le petit soldat et la seule question qui pourrait rester à vous poser, c'est à qui avez-vous besoin de prouver encore quelque chose? À personne. Vous êtes sûr? Oh ben ça c'est clair. Oui. Écoutez, à 75 bientôt, 75 années... Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Hein. Ah mais c'est clair. Bon. Non, ça va mieux, docteur. Ça va mieux. C'est comme le bon vin, je m'améliore. Oui. Bon. Oui, en tant que bonne Auvergnate, je crois que vous êtes Auvergnat aussi, non? Absolument. Moi, je suis né à Aurillac, donc. Eh ben moi aussi. Alors, qu'est-ce que vous voulez, hein? Ah ben voilà. Eh ben oui. Ah ben ça, c'est le granit, hein. Oui, c'est ça.
On est des durs, des héros. Mais attention, parce que quand on est très dur et que ça casse, ça fait mal. Hein. Ça fait mal, c'est ça. Donc, un peu de souplesse. Écoutez, je vous remercie pour tout. Je vous en prie. Merci à vous. Merci Marie. Allez, on fait une petite pause et on se retrouve dans un instant, toujours avec vous bien sûr au 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Michel Odoul, aujourd'hui nous évoquons les articulations qui nous permettent évidemment de nous articuler dans la vie. Et c'est Baptiste qui nous rejoint. Bonjour Baptiste. Oui, bonjour Madame Lahaye, bonjour Monsieur Odoul. Bonjour. Bonjour Baptiste. Eh bien, on vous écoute. Je vous appelle parce que j'ai des problèmes de souplesse le matin au réveil. Oui. Je ne sais pas si c'est dû à l'âge ou j'ai 43 ans et demi, bientôt 44 ans en juillet. Et je suis plutôt sportif, enfin je fais une activité sportive, j'essaie de courir au moins une fois par semaine. Après j'ai un métier qui est plutôt actif, je suis souvent à l'extérieur, je conduis en moto, tout ça. Donc je ne sais pas si c'est dû à l'âge ou s'il y a autre chose. Et ensuite je voulais aussi poser une question à Monsieur Odoul concernant les problèmes de varices au niveau des jambes. J'ai hérité ça de ma maman. C'est souvent héréditaire et je me suis déjà fait opérer 2 fois. Donc j'essaye de marcher le plus souvent possible. J'ai des chaussettes de contention pour limiter la problématique. Mais après, au-delà de ça, s'il y avait un sens à tout ça, j'aimerais bien savoir. Bien sûr qu'on va essayer de donner un sens à tout ça, comme vous dites, parce que tout ça, c'est vous quand même. Oui. Alors, qu'est-ce qui fait que, si on pouvait vous poser la question sans indiscrétion, vous avez quel âge ? 44 bientôt, au mois de juillet, hein, c'est ça ? C'est ça. Absolument. Ouais. Et vous avez dit 2 fois que vous étiez peut-être vieux, c'est ça hein moi, ça me paraît pas... Mais c'est ça ma question. Hein oui. C'est 44, ça veut dire quoi pour vous ? Je ne sais pas. Ça correspond à l'âge de quelqu'un dans votre famille qui a... Non, pas forcément. Je n'ai pas fait de relation. Faites pas de lien entre... Alors, parce qu'à ce moment-là, on pourra aller vers des symboliques un peu plus larges. On avait évoqué dans une émission précédente ce que le passage de la quarantaine, 42 ans, pouvait symboliser et signifier. Et si vos douleurs articulaires ont commencé un peu à cette époque-là, on peut se dire que peut-être sur le fond, le passage de cet âge qui est celui de la maturité et qui est celui où, vous savez, comme quand on est en avion, quand une demi-heure ou 3/4 d'heure avant, le commandant de bord dit que nous amorçons notre descente, est-ce que c'est quelque chose qui est représentatif pour vous ? Qu'est-ce que l'âge signifie pour vous ? Alors, pour moi, l'âge, c'est un gage de maturité. D'ailleurs, je le prends pas mal. Souvent, on me donne plus que ce que j'ai comme âge. Oui. Donc, je prends ça comme une qualité parce que je suis toujours quelqu'un qui cherche à comprendre, qui cherche à évoluer. C'est bien de ne pas vous sentir blessé ou agressé quand on vous dit ça, mais c'est pas pour autant qu'il faut tout d'un coup être beaucoup moins souple parce que vous semblez plus vieux que vous ne l'êtes. Et si je vous demandais de ce que pouvait signifier la maturité, est-ce que la maturité c'est quelqu'un qui s'agite, qui saute et court dans tous les sens ? Non, j'associe plutôt ça à quelqu'un de sage. Et de tranquille et de calme. Oui, ça c'est quelque chose qui me définit beaucoup. Oui. Après on me dit souvent que je suis un faux calme, c'est-à-dire que je peux accepter certaines choses et parfois, quand on dépasse la limite, je peux parfois exploser. Oui, ça c'est encore autre chose. Ça c'est la question après de la manière avec laquelle la personnalité, l'éducation fait qu'on ne rentre pas dans une réaction de premier niveau, etc. Oui. Quand je vous faisais une analogie avec la maturité, c'est sur le fait que effectivement la maturité est souvent représentative du fait qu'on arrête de s'agiter, on prend un peu de recul et de sagesse vis-à-vis de la vie. Et que donc, de ce point de vue-là, les articulations répondent complètement dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'on a moins besoin de les solliciter trop. Et peut-être qu'il y a quelque chose au fond de vous qui essaye de s'articuler autour de cette image de maturité qui semble vous parler.
Les douleurs qui arrivent comme ça, elles peuvent être de deux ordres. Elles sont soit des douleurs qui sont des douleurs consécutives à une suractivité, qui signifie de la tension, de l'inflammation ou de la fatigue articulaire, ou à l'inverse, qui sont des douleurs qui signent le fait qu'il y a, si ce n'est une sous-utilisation articulaire, en tout cas une saturation de toxines éventuelle qui peut se passer dans ces articulations. Parce que c'est surtout le matin au lever, c'est ça, hein? Oui. Et après, au fur et à mesure de l'échauffement, ça va un petit peu mieux. Ça veut dire qu'il y a une espèce de contraction qui existe. Alors, il peut y avoir sur le plan alimentaire, effectivement, le fait qu'avec l'âge qui avance, etc., on n'a plus les mêmes besoins alimentaires. La deuxième chose, donc quantitativement et qualitativement. La deuxième chose, ça peut être signifiant qu'il y a dans votre alimentation peut-être une dominante, pourtant si vous faites de l'activité physique, je ne pense pas que ce soit le cas, mais une dominante de sucre, de viande rouge ou d'acide. Non, j'ai diminué la viande et alors c'est vrai que je suis plutôt, j'aime bien, je suis assez gourmand, mais assez raisonné, donc je peux parfois être pas dans l'excès, mais j'aime bien manger et j'aime bien les choses sucrées, mais je sais me raisonner, donc je suis pas dans l'excès. Oui, alors la question après, c'est difficile de mesurer comme ça à la radio l'excès ou la justesse, ou etc. Sachez en tout cas que les sucres rapides au niveau articulaire, c'est quand même loin d'être ce qui est le plus idéal. Qu'il y a des éléments qui peuvent vous permettre de drainer les capsules articulaires qui sont particulièrement intéressants, de deux ordres d'ailleurs. Il y en a un premier, c'est la vitamine D. Alors peut-être que là, si vous avez l'occasion de faire un bilan, on peut voir si vous avez ou non une carence en vitamine D. Le deuxième, c'est un élément qui peut se prendre sous forme de complément alimentaire qui s'appelle des coenzymes Q10, qui est quelque chose qui est aussi très intéressant. Vous n'êtes pas sous médicaments anticholestéréniques ? Non. Vous ne prenez pas de statine, d'accord. Parce que non. Ça fait partie des éléments qui peuvent produire ça. Et la dernière des choses, enfin, c'est sans doute le fait que dans ce qui est le mouvement et la gestuelle, surtout dans les pratiques physiques, et bien entendu après, dans la phase du sommeil, eh bien qu'il peut y avoir une insuffisante oxygénation du corps. Est-ce que vous avez l'impression que vous peinez à respirer la nuit, ou vous avez le nez qui est pris ou engorgé ? Non. Non, vous n'avez pas ça ? Non. À ce moment-là, ça veut dire qu'il y a une nécessité à retravailler votre corps le soir au coucher. Il faut que vous éliminiez le soir au coucher une partie des tensions physiques qui ont été emmagasinées, parce que sinon celles-ci travaillent toute la nuit, ce qui fait que le lendemain matin, quand vous vous réveillez, vous allez avoir des axes articulaires qui vont être tendus. Et qu'est-ce que je dois faire pour ça ? Pour ça, c'est très simple. Avant vous allez vous coucher le soir, vous prenez une petite douche, 3-4 minutes, faites couler un petit peu d'eau pour, entre guillemets, vous mettre à la masse, c'est-à-dire évacuer un certain niveau d'électricité statique et de charge statique. Et la deuxième des choses, c'est qu'au moment de vous endormir, vous allez étirer votre corps. Vous faites juste un petit étirement de 3 minutes sur les jambes, les bras, vous vous mettez en position chien de fusil, vous respirez bien pour détendre, et ça va permettre petit à petit de réapprendre à éliminer les tensions physiques avant de les emmagasiner la nuit, parce que sinon les fascias emmagasinent ces tensions toute la nuit. Et d'ailleurs, c'est un des conseils que vous donnez dans ce livre. Hein. Dis-moi comment aller chaque jour de mieux en mieux. Oui, hein. Vous absolument. avez sorti aux il y a éditions tout un tas de Albin conseils Michel. de ce style-là. Et c'est vrai qu'il faudrait jamais le soir s'endormir avec des mauvaises pensées, des mauvaises positions. Et il faudrait en effet être toujours prêt à s'endormir comme un bébé. Hein. Voilà, comme un bébé. Et c'est là où on va arriver sur le champ symbolique. Comme vous le disiez, il faut pas non plus s'endormir avec des stress et des mauvaises pensées. C'est-à-dire que les tensions qui émergent le matin au réveil sont la signature du fait qu'on est dans une tension inconsciente intérieure qui nécessite un gros travail de ménage pendant la nuit. Et que sans doute, peut-être y a-t-il besoin pour vous de faire quelques respirations, de faire quelques détentes, de lire ou de regarder des choses qui sont des choses qui font du bien et qui détendent, mais surtout pas de continuer à porter les tracas, les soucis et les tensions de la journée. Parce que la maturité, c'est quelque chose de bien, mais elle a comme inconvénient, entre guillemets, c'est qu'elle peut charger les épaules parce qu'on se met un poids qui est peut-être pas obligatoirement le sien. Et d'ailleurs, on l'entend dans votre témoignage, Baptiste, on aimerait un peu plus de légèreté, si je puis dire. Vous voyez, la vie, il faut la prendre un petit peu plus à la légère, quoi.
Justement, Madame Lahaye, concernant Oui, la Baptiste. légèreté, je voulais avoir un sens à mes problèmes de varices, parce que j'ai souvent des jambes lourdes. C'est l'héritage de ma maman. Oui. Je me suis déjà fait opérer 2 fois. Est-ce qu'il y a une symbolique par rapport à ça? Ben, vous pouvez peut-être un peu couper le cordon, Baptiste. D'accord. Enfin bon, c'est une hypothèse que je vous propose. Hein. C'est-à-dire que, alors bien sûr, il y a la génétique et ça, on n'y peut rien. Mais à un moment donné, peut-être que ce lien qui doit rester très fort à votre mère peut être un petit peu levé. Non, ça vous parle ou pas? Non, j'allais pas dire que mon lien est super fort. Non, au contraire, je suis plutôt autonome. J'ai des affinités avec ma maman, mais sans plus. Mais ça me parle pas. Non, bah, écoutez. Non. Écoute, je pense pourtant qu'il y a une piste qui peut être intéressante déjà, d'ailleurs, à travers le fait que ne le prenez pas mal. Hein, je vais juste vous taquiner sur le vocabulaire. Mais vous dites Madame Lahaye ou Monsieur Odoul et vous dites ma maman. Vous voyez bien qu'il y a déjà une relation de lien qui est totalement différente et sur des niveaux totalement différents. Et qu'il est bien évident qu'on a un lien particulier et fondamental à sa mère et que c'est quelque chose qui est indiscutable à aucun point de vue. En revanche, je pense que vous essayez de continuer quelque chose que vous avez dû faire toute votre vie, c'est être conforme aux... Voilà tout ce qu'on peut vous dire. Baptiste, vous laissez tout ça décanter et puis vous verrez bien ce que ça prend comme sens pour vous. Hein, parce qu'encore une fois, on le disait tout au début de l'émission, hein, on donne des pistes et puis c'est évidemment pas nous qui avons la réponse. Petite devinette, comment les guêpes font-elles l'amour? Michel Odoul, vous avez le temps des infos. Je sais pas, mais ça doit être compliqué. Non, vous allez voir, c'est très très simple. Nous parlons aujourd'hui de nos articulations avec Michel Odoul. Vous souffrez du genou, de l'épaule ou de la cheville? Venez participer à l'émission en appelant le 0826 300 300. 14h-16h, Brigitte Lahaye, Sud Radio. 14h-16h, Brigitte Lahaye, Sud Radio. Nous sommes aujourd'hui donc avec Michel Odoul. On a déjà évoqué plusieurs articulations, notamment le genou, bien sûr, et on va continuer bien sûr dans cette deuxième heure avec vous. Si vous avez envie de parler d'un problème à une partie du corps, et puis je rappelle Michel Odoul qu'on peut également trouver des explications dans ce livre Dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi, aux éditions Albin Michel, sorti il y a 30 ans et toujours en place hein, dans toutes les librairies. C'est son année anniversaire de ses 30 ans et je suis vraiment très heureux de ça et très très étonné en même temps de cette longévité et en même temps c'est un jeune homme donc il a encore longtemps et beaucoup de choses à dire. Il est encore très souple. Oui, il a encore quelques souplesses. Et en tout cas il apporte beaucoup de réponses même si c'est un livre qu'il faut lire, relire pour en comprendre toute la profondeur. Alors comment les guêpes font-elles l'amour? Je n'ai aucune idée. J'imagine bien. Eh bien, tout simplement, dardard. Ah, c'est mignon. Hein. Oui. Elle est assez mignonne. Bonjour Franck. Bonjour. Merci d'être avec nous, Franck. Alors, vous avez mal un peu partout, vous, j'ai l'impression. Qu'est-ce qui vous arrive? Oui. Ah, malheureusement, je crois que c'est l'âge aussi, peut-être, qui veut ça. J'ai fait pas mal. Quel âge vous avez? 59 ans. Oh non, ça va, 59 ans, c'est pas... Oui, quand même. Ouais, c'est pas... oui, mais bon, mon corps ne dit pas la même chose. Qu'est-ce que vous avez fait pour avoir mal partout comme ça? Alors, dites-nous d'abord. Alors j'ai fait pas mal de sport. Et, donc, j'ai abîmé la cheville au snowboard. J'ai mal au genou, j'ai été opéré du genou, du ménisque. J'ai fait pas mal de judo et je pense que ça a joué aussi. J'ai fait une luxation de l'épaule gauche. Et l'objet de mon appel, surtout, c'est que j'ai mal aux 2 hanches. Et c'est pas de l'arthrose. Apparemment, ça serait de la tendinite. Et ça fait plus d'1 an que j'ai ça. J'ai eu des spécialistes, mais je fais du kiné, je fais du PRP, je fais de l'injection de PRP, je fais de l'injection de corticoïdes. Mais ça traite. Et ça n'a rien fait. Il n'y a pas eu pas de résultat. C'est-à-dire ça traite le symptôme, ça traite pas la cause, hein, et donc voilà, quand les douleurs sont importantes, ça peut se comprendre. Alors déjà sur le plan biomécanique,
Je vais donner l'impression de prêcher pour ma paroisse, mais là au moins je suis sûr que le travail sera fait selon certaines caractéristiques et critères. Allez consulter un praticien qui a été formé dans mon institut pour vous faire une technique que j'évoquais déjà tout à l'heure, qui est une technique d'ouverture de hanche. Parce que votre bassin qui vous fait mal, c'est pas le bassin lui-même qui est en cause, mais ce sont toutes les structures environnantes musculaires qui sont là. C'est-à-dire que ce sont les lombaires, les fessiers, les psoas, les ischio-jambiers et etc. qui sont en fait dans une légère surtension permanente qui génère des compressions au niveau articulaire et qui fabrique ces douleurs et ces tensions qui existent. Et là, il y a besoin de faire un travail qui soit un travail spécifique d'étirement selon certains circuits, selon certains trajets particuliers, d'aller stimuler certains points d'acupuncture. Ça, c'est sur le plan de la réponse biomécanique. Après, sur le plan de ce qui est la réponse symbolique, associable d'abord aux articulations et en particulier aux hanches et au bassin, bien évidemment, et vous l'avez un peu exprimé à travers... on va dire un certain passé sportif. Théoriquement, le sport, en général, c'est fait pour faire du bien. C'est pas fait pour, petit à petit, fatiguer, blesser et léser le corps. Malheureusement, il y a eu sans doute des accidents, des moments de votre vie où la vigilance n'a pas toujours été là. Donc, vous avez blessé une cheville, vous avez eu tel ou tel type de problème. Et la façon dont les rééducations ont été faites ont sans doute amélioré ou aggravé les tensions et les compressions qui pouvaient exister au niveau articulaire. Vous avez besoin de refaire un travail qui soit un travail sur lequel vous allez relâcher physiquement et, on va dire, psycho-émotionnellement parlant, sur tous les grands axes articulaires de votre vie, et en particulier, bien sûr, sur ceux du bassin, puisque c'est ceux de votre question aujourd'hui. Mais il y a aussi ça derrière cette épaule qui a été luxée, qui a besoin d'être protégée, qui a besoin d'être remise correctement en lien. Le ménisque qui a été opéré, qui était sans doute lié à une fissure, qui était lié à une surcompression du genou. Il faut que vous ayez à vous-même un rapport qui soit beaucoup plus rond, beaucoup plus souple, beaucoup plus accueillant, beaucoup plus détendu. Mmh. Ça me fait penser que vous avez du mal à lâcher prise, en fait, hein, comme s'il fallait... Oui, physiquement et mentalement. Voilà. Et ça se travaille, Alors, le premier vecteur qui a une action à la fois sur le plan physique, mécanique et mental, et qui va vous permettre ce relâchement, s'appelle la respiration. Il faut réapprendre à respirer, il faut réapprendre à concentrer votre souffle, il faut réapprendre à, lorsque vous inspirez, conduire votre conscience dans votre ventre, que vous sentez gonfler. Il faut apprendre à faire des respirations qui soient des respirations pleines et non forcées. C'est-à-dire que nous sommes la plupart du temps trop souvent en respiration claviculaire, c'est-à-dire dans la sphère haute des poumons. Et ça oxygène mal le corps, donc ça ne facilite pas l'élimination des toxines et ça intoxine les capsules articulaires. Il y a donc un vrai travail pour vous de rééduquer à la même façon que vous avez appris à éduquer votre corps pour faire certaines pratiques physiques et sportives, à rééduquer votre corps et votre conscience aux faits respiratoires. Chaque fois qu'on se met en stress, on se met en apnée. Chaque fois qu'on se met en apnée, on se charge en toxines. Et donc, il faut que vous appreniez à relâcher, à réévacuer tout ça. Par contre, sur le plan de la mécanique, il y a des réponses, bien évidemment. Et pour terminer et revenir sur la question du sens avec le bassin et les deux hanches, ce sont les deux appuis fondamentaux que nous avons au monde. Ce sont les deux grandes symboliques du père et de la mère. C'est le soleil et c'est la lune. C'est ces grands points majeurs et fondamentaux qui construisent la stabilité et l'équilibre dans la vie d'un individu. Et quand ça, directement ou symboliquement parlant, a du mal à être stabilisé, à être solidifié, que ce soit dans notre propre rôle de père ou de mère, ou que ce soit dans des projections associables à ces images-là, la hiérarchie, l'autorité, un certain nombre de choses comme ça, ça va générer des tensions au niveau du bassin qui peuvent se traduire petit à petit par des douleurs. Et puis, comme par hasard, hein, quand on vieillit, on peut justement avoir un petit peu la sensation qu'il y a quelque chose qui nous échappe, qui ne nous soutient plus. Et peut-être que c'est aussi, parce que vous l'avez dit, hein, 59 ans, vous êtes loin d'être vieux, hein, Franck. Mais il y a peut-être quand même une petite inquiétude par rapport à ça et qu'il faut lâcher. Hein, il y a une grosse inquiétude même. Hein. Il y a une grosse inquiétude. Mais bien sûr. Mais vous savez, la conscience de l'âge, elle ne se construit qu'à tour de l'idée qu'avec l'âge, on perd des choses.
Je suis désolé, je connais énormément de personnes et peut-être que j'en fais partie qui ont dépassé très 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 largement votre âge et qui n'ont pas ces problématiques-là et qui ne sont pas obligatoirement des gens qui pourtant font X heures de sport par jour, etc. Mais qui, parce qu'ils sont dans un rapport à eux-mêmes et à la vie, dans l'acceptation de ce qui est et de la capacité à faire ce qui est à disposition dans le moment où l'on est, eh bien ça génère une espèce d'accueil et de détente à la vie qui met de la rondeur, de la souplesse, finalement une espèce de respect et d'amour intérieur à ce que la vie exprime à travers nous. Et que la vieillesse ne devient ossification que parce qu'on se cristallise sur quelque chose. Oui, je pense qu'il faut vraiment que vous appreniez à être ami avec votre corps qui peut vous emmener encore très très loin, à condition évidemment de l'aimer, de le respecter et de comprendre que le corps c'est pas une machine robot qui nous emmène. Vous voyez, je pense que je l'ai un peu trop brutalisé étant jeune. Je suis pas un gros gabarit et j'ai toujours voulu être peut-être au-dessus de ce que je pouvais être. Et j'ai forcé peut-être sur la machine et aujourd'hui j'en paye peut-être les... Non, n'en parlez pas comme si c'était trop tard. Ça va. Je dis pas que c'est trop tard, mais j'ai beau voir des médecins, faire du kiné, écoutez, j'ai pas beaucoup d'amélioration. Je vous ai proposé vous nous avez appelé et donc vous avez eu des réponses, Franck. Oui. Soyez amis avec vous-même et soyez fiers de ce que vous êtes et de ce qu'il vous reste encore à faire et puis lâchez. Voilà. Et à nouveau, vraiment sur le plan de la mécanique, je peux vous garantir, vous savez, je ne sais pas si vous écoutez souvent cette émission, c'est pas souvent que je dis allez vraiment se faire ça. Ouais. Je donne des conseils, je dis allez voir un ostéopathe. Là, je vous dis, là, il y a des protocoles qui sont vraiment très précis et particulièrement pertinents. Et puis la personne que vous allez rencontrer qui fait du shiatsu, que vous allez trouver sur le site de Michel Odoul, il va vous aider aussi à mieux respirer, à prendre plus, à être plus dans votre corps en fait. Et à ce moment-là, vous rentrerez dans un cercle vertueux parce que le matin, quand vous allez vous lever, que vous allez constater que la douleur elle est moins grande, moins présente, ou etc. Là, vous allez commencer à vous dire mais si, peut-être que c'est possible et que je peux retrouver la mobilité complète. La seule partie de votre corps sur laquelle vous aurez du mal à reconstituer véritablement quelque chose, c'est la luxation de l'épaule. Une épaule luxée, c'est extrêmement difficile de la récupérer. Donc là, il faut effectivement toujours être très prudent. Par contre, sur le reste, là, je peux vous garantir qu'il n'y a aucune raison qu'il n'y ait pas de récupération. Surtout pour un gamin comme vous. Vous avez encore 40 ans à emmener votre corps, alors soyez prudent avec lui. J'ai une petite question à vous poser parce que tout à l'heure j'entendais avec l'intervenant précédent d'alimentation. Moi j'ai changé mon alimentation il y a plusieurs mois, voire quelques années. Je mange beaucoup moins de viande et beaucoup moins de sucre. Oui. Et j'ai l'impression que ça a changé quand même un peu mon physique et mais ça là-dessus, il y a des grands classiques, il y a vraiment des grands classiques, les sucres rapides, effectivement, les produits laitiers et les viandes. Ce sont des choses qui sont des choses, si vous n'avez pas des émonctoires qui fonctionnent bien, qui vont très vite saturer le corps. Ce sont des molécules qui sont des molécules délétères véritablement et qu'on retrouve dans énormément de manifestations et pathologies. Donc oui, une meilleure gestion de son alimentation. Mais vous savez, quand on cherche beaucoup les sucres dans l'alimentation, c'est que sans doute on a besoin de douceur. Exactement. Merci beaucoup Franck, merci et puis prenez soin de vous. On fait une petite pause, on continue bien sûr dans un instant sur Sud Radio. Venez apporter votre témoignage et réagissez à l'émission en appelant dès maintenant le 0826 300 300. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. 16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous continuons à passer les articulations en revue, Michel Odoul, et je crois qu'on va passer au poignet, il me semble, avec vous, Claudie, bonjour. Oui, bonjour. Écoutez, merci de me recevoir. Je vous en prie. Voilà, je vous appelle parce que je viens d'ouvrir mon entreprise dans le bâtiment, dans l'aérogommage. Et en fin de compte, depuis que je me suis relancée, là, j'ai des difficultés au niveau des poignets, au niveau aussi des phalanges, de tout le côté mouvement du doigt, etc. En fait, j'ai des gênes et ça me pose question et j'aimerais pas avoir des soucis, sachant que je viens juste de me lancer, quoi.
Et vous avez rien fait de particulier pour qu'il y ait des douleurs au niveau des poignets Écoutez, après j'ai été peintre en bâtiment pendant 10 ans. Est-ce que c'est le fait d'avoir que mes poignets étaient sollicités longtemps? J'avais fait une pause professionnelle, alors est-ce que c'est me relancer qui cause ça? Mais ça me lance même la nuit. Et je sais pas. Alors je crois que sur le plan de la mécanique, déjà là aussi, il va falloir apporter des réponses, évidemment, parce que quand il y a des tensions au niveau articulaire, quelle que soit l'articulation, il y a déjà un premier niveau de réponse qui est la question mécanique. Sur la question mécanique, la première chose qu'il faut faire valider et vérifier, c'est si vous n'êtes pas en train de vous préparer un canal carpien, c'est-à-dire quelque chose... Voilà. Donc, mais ça, écoutez, il n'y a rien de dramatique et de définitif, ça se traite là aussi très bien avec des gens qui savent comment il faut travailler, comment il faut faire. Le canal carpien n'est pas un problème de poignet, c'est un problème du fascia brachial, c'est un problème donc de ce qui se passe au niveau de l'avant-bras, c'est-à-dire que si vous appuyez sur la partie médiane avant de l'avant-bras, ça peut être quelque chose de très sensible et de tensionnel, et ça remonte jusqu'au niveau des cervicales. Par conséquent, si vous avez dans votre environnement ou dans votre région un ostéopathe qui est capable de travailler ça, ou sinon un praticien shiatsu éventuellement, il y a vraiment un vrai bénéfice à aller travailler dans ces directions-là, surtout si c'est une aggravation pendant la nuit. Cette aggravation pendant la nuit, elle est, et on va y venir sur le champ du symbolique, elle est sur le fait d'abord qu'effectivement le corps ne peut pas se relâcher, se détendre. Et donc je vous inviterai à faire mécaniquement quelques exercices pour relâcher et détendre. Donc vous croisez les doigts de la main, vous faites bouger les articulations, vous étirez les poignets dans toutes les directions. Même ne faire ça que 2-3 minutes chaque soir avant de se coucher, c'est déjà éliminer une partie des tensions emmagasinées dans la journée. Le fait que ça s'aggrave pendant la nuit, ça veut dire que pendant la nuit, eh bien écoutez, je suis désolé de vous apprendre cette mauvaise nouvelle, mais vous serrez les poings. Et si vous serrez les poings, eh bien il peut y avoir deux raisons. C'est soit parce que vous retenez de dire ou d'exprimer quelque chose, soit parce que au contraire, vous voulez absolument tenir et maîtriser. Et étant donné ce que vous avez évoqué sur votre nouvelle activité, je pense que c'est plutôt de ça dont il s'agit. C'est-à-dire que vous mettez un niveau d'enjeu, de nécessité, de perfection ou de réussite dans cet enjeu qui fait que vous vous mettez en tension sur toutes les articulations qui ont à voir avec le fait de faire, d'agir, de tenir et de maîtriser, qui sont les épaules, donc les trapèzes, les coudes, les poignets et bien sûr les articulations des mains. Et pour ça, il faut là aussi que vous vous donniez quelques petits exercices de relâchement des épaules, de détente et de respiration. Et que sur le fond, au fond de vous-même, avant de vous endormir le soir, vous vous interrogiez sur le besoin de réussite, de prouver ou de démontrer, et le besoin de placer la barre assez haut dans les enjeux qu'on se donne. Oui, je vois ce que vous voulez dire. Il me semble que c'est assez clair, oui. Pardon. Oui, je vous en prie, Claudia. Oui. J'en profite en même temps. Est-ce qu'il y a un lien, même si ça c'était avant mon ouverture d'entreprise, en fait, quand je m'endors, je me réveille souvent la nuit parce que du coup je suis crispée de tout mon corps et j'en ai des douleurs musculaires en fin de compte. Bien sûr. Rien qu'en étant sur le côté. Bien sûr. En fait, c'est un problème de lâcher prise. Je sens que c'est le sujet. Oui, mais c'est au-delà de cela. C'est-à-dire, très sincèrement, vous n'êtes pas obligé de répondre à la question, mais peut-être faut-il vous la poser et que vous êtes capable d'y répondre. À qui voulez-vous prouver quelque chose? Oui, mais vous n'avez pas tort. Ah, ça veut peut-être dire qu'il a raison. Moi, je pense qu'il y a souvent, en effet, un enjeu, même si j'y travaille depuis assez longtemps. Et... Vous y travaillez. Mais vous y travaillez. Oui, arrêtez de travailler. Arrêtez de travailler. Mais oui. Mais oui. Faites-vous confiance et améliorez votre estime de vous-même et vous aurez pu approuver à qui que ce soit quelque chose. Qu'est-ce que vous voulez faire au niveau professionnel? Alors, je suis dans l'aérogommage, en fait. C'est quoi l'aérogommage? C'est quoi l'aérogommage? Du décapage à haute pression. En fait, c'est le fait de l'air qui enlève des salissures, c'est ça? Alors, de l'air avec ça peut être du sable comme d'autres abrasifs. Et en gros, on remet des meubles à nu, on met des escaliers à nu. Mettez des choses à nu. La respiration peut mettre des choses à nu, alors. D'accord, ok. C'est un outil majeur du lâcher-prise et de l'assistance à ça. Elle vous permettra de relâcher physiquement, mais c'est pas elle qui fera baisser d'un cran le niveau où vous mettez la barre. Et puis c'est intéressant, symboliquement, le travail que vous avez choisi. Il parle de vous, évidemment. Oui, mais je crois que ça ne vous a pas échappé.
Non, ça va pas échapper parce que c'est en fait finalement j'ai fait beaucoup de chemin pour arriver là alors que les signes étaient là depuis le début, donc je trouve ça assez drôle. Mais c'est une joie. Ah mais j'en suis très satisfaite et je suis contente et justement je veux réussir parce que je suis une jeune maman et c'est elle mes ailes. Oui. Bon, eh bien, vous allez y arriver si vous y mettez toute Pensez la confiance Voilà. et toute la comment dirais-je, oui, la joie, hein, et non pas la tension. Et Tous ces petits exercices du soir qui semblent petits, ridicules, ne pas avoir d'action, ça n'est pas très grave, faites-les. Non, mais vous avez raison parce qu'en plus je l'ai eu fait mais je suis pas régulière. Donc en fin de compte vous me mettez un petit coup de pied aux fesses et je vais me remettre dedans. Ah oui. Puis je vais vous en mettre un deuxième, c'est si vous le faites pas pour vous, faites-le pour votre enfant. Oui, ben là c'est un gros coup là. Mais vous avez raison. Mais merci en tout cas. mais je vous en prie, merci à vous et merci de votre confiance. On fait une petite pause, on va se retrouver avec le Sexo Conseil et on va parler de 3 philosophes qui ont donné des visions de la sexualité qui sont parfois intéressantes justement à revisiter. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Brigitte Lahaie, Sud Radio. Le sexe au conseil. Alors Michel Odoul, j'ai choisi 3 philosophes qui ont quand même assez parlé de sexualité, vous allez voir, parce que c'est vrai que pour avoir une sexualité harmonieuse, il est préférable de choisir le bon partenaire. Et puis voilà, donc je vous propose 3 conseils qui me paraissent assez judicieux par rapport à la sexualité. Et on va passer donc d'abord par Spinoza, que vous imaginez évidemment sur quoi il va nous conseiller. Il va conseiller de cultiver les bonnes rencontres, c'est-à-dire les personnes qui nous apportent de la joie. Spinoza a beaucoup parlé du désir, de la joie, oui. et donc c'est intéressant Et d'ailleurs, il y a un très joli livre de Frédéric Lenoir sur Spinoza qui est très très intéressant. C'est pour ceux qui ont envie de mieux comprendre cette joie, cet élan vital, ce désir qui nous rend heureux. Après, il y a évidemment Bouddha, on en a parlé déjà du lâcher-prise, qui nous enseigne le relâchement, le fameux lâcher-prise, ce qui est tellement indispensable dans la sexualité pour arriver à la jouissance. Donc c'est pas mal aussi de revoir cette philosophie-là. Et puis il y a Freud, bien sûr. Freud nous parle de libido beaucoup, mais il nous parle aussi de la sublimation de notre libido. En d'autres termes, de nous élever, que nos désirs soient peut-être moins terre à terre, qu'on soit capable de fantasmer, d'imaginer. Et puis donc voilà, j'ai trouvé que c'était trois pistes intéressantes pour donner à sa sexualité un peu plus de hauteur. Oui, avec les 2 pistes occidentales qui parlent plutôt de la tête et puis la piste bouddhique qui parle plutôt du corps. Mais effectivement, toutes les 3 sont d'ailleurs de façon intéressante dirigées dans le même sens. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui rend et facilite l'amour et la relation à l'autre, c'est l'accueil de la joie et la capacité à se laisser complètement aller dans ce qu'est la joie de vivre, parce que en fait, il faut savoir que la joie de vivre, c'est ce qui provoque le désir. Bien sûr. Et d'ailleurs, ça me fait penser à ce que vous venez de dire, qu'on pourrait presque dire que Spinoza parle du cœur, Bouddha du corps, et puis Freud de la tête. De la tête, voilà. C'est ça. Absolument. Quand les 3 fonctionnent bien. Absolument, mais c'est vrai. Et oui, voilà. C'était un petit conseil sexo qui est intéressant et vraiment à prendre très au sérieux. Alors, nous avons Greg qui a pu s'amuser peut-être, j'espère, avec ce masturbateur stimulateur de glands et testicules de la marque Blue Junker qu'on trouve sur le site concordelove.fr. Bonjour Greg. Oui, bonjour Brigitte. Et bonjour à votre invité. Bonjour. Alors, on regardait et on se disait, mais on peut pas tout mettre dedans. En fait, on met soit le gland, soit les testicules. On est bien d'accord. Je vous cache pas les testicules, j'ai pas essayé. Ah alors, ça veut dire quoi là? Vous n'avez pas fait le travail en entier? Non, mais c'est vrai que j'ai vu marquer vibrateur pénis gland, donc c'est vrai que j'ai mis que le gland. Bon, j'essaierai ce soir avec madame les testicules. Enfin, je vous demande pas de vous tordre un bijou de famille. Les occasions sont bonnes pour jouer. N'est-ce pas? Bravo, c'est bien. Alors, qu'est-ce que vous en pensez donc de ce masturbateur? Il est plutôt joli. Très léger. Je le montre à l'écran pour ceux qui nous regardent sur notre chaîne YouTube. Oui, c'est original comme sextoy. Ouais. On dirait presque une tulipe un peu. Enfin. Ouais, moi je l'appelle la pieuvre, mais oui, une tulipe. Oui, une pieuvre, vous avez raison.
Donc non, il est plutôt très doux à la texture aussi. Ça glisse bien. Pour l'insérer, c'est vrai que ça glisse tout seul. 10 vibrations, donc c'est plutôt pas mal aussi. Après, oui, ce qui est efficace, c'est les petites tentacules. Ah oui, ça chatouille un peu, c'est ça? Ouais, parce que franchement, d'enfoncer jusqu'au fond, j'ai pas trop eu de sensation. Alors madame, on avait beaucoup en le tenant parce que ça vibre aussi fort sur les tentacules que sur le manche. Donc pour le sujet du jour qui était le problème d'articulation au niveau de ce qu'on de l'arthrose, c'est très bien. Ça vibre bien la main. Bon, et donc vous avez aimé ou pas finalement? Oui, c'est plutôt sympa. Ça change des sextoys qu'on pourrait connaître. Pour les hommes, c'est vrai qu'on n'a pas trop de sextoys pour les hommes. Non, c'est vrai qu'il a au moins cette originalité-là. Moi, j'en avais jamais vu. Voilà. En plus, il est pas très cher. Il est à 34,90 € pour ceux qui veulent. D'autant que je rappelle, hein, bien sûr que vous avez la possibilité, si vous venez par Sud Radio, d'avoir 15% de réduction. Bon, eh bien vous me donnez sa note, Greg? Oui, on va donner un 7 sur 10. 7 sur 10. Donc parce que j'ai pas essayé les testicules, donc... Eh ben, bonne chance ce soir, hein, Greg. Merci, c'est gentil. Et puis merci du coup pour le cadeau aussi, en même temps. Je vous en prie, c'est normal puisque vous l'avez testé. Donc ce masturbateur stimulateur de glands et testicules de la marque Blue Junker, vous pouvez le retrouver sur le site concordelove.fr et je rappelle donc qu'avec le code promo Sud Radio 15, vous avez 15% de réduction. Et puis ce jouet, vous savez que vous pouvez le recevoir à condition bien sûr de nous appeler d'aller sur sudradio.fr et de participer à l'émission, parce que je sais que vous êtes nombreux à vouloir recevoir le jouet du jour, mais en échange, il faut accepter de participer à un moment dans une émission, celle que vous voulez, avec l'invité que vous voulez, bien sûr. Donc voilà. Et puis on va continuer avec Julia, je crois, qui nous a rejoint. Bonjour Julia. Non, elle n'est pas encore là, pardon. Donc c'est Laura, je crois qu'elle est là, il me semble. Bon, elle va arriver. Je crois qu'on va revenir sur la hanche. C'est intéressant qu'on parle de la hanche, qui n'est pas l'articulation la plus imagée, mais qui est en effet également une articulation importante. C'est celle qui reçoit les contraintes les plus fortes. C'est entre le corps et les jambes, bien sûr. Celle qui porte le poids du corps, qui est notre point d'ancrage et notre assise. C'est celle qui sert de point d'appui à nos jambes, à nos têtes de fémur, à ces éléments si importants qui sont ceux qui nous rendent libres, qui nous permettent de nous mouvoir dans l'espace, etc., etc. Et c'est vrai que les hanches sont vraiment porteuses d'une symbolique qui est une symbolique archétypique, archaïque, extrêmement puissante et profonde, qui sont les deux points d'appui référentiels qu'un être humain a au monde, qui sont l'image paternelle et l'image maternelle, le père, la mère, les grandes symboliques qui sont censées porter. Et puis il faut bien aussi se rappeler que qu'on était d'abord à quatre pattes et que le fait qu'on se soit relevé a forcément changé aussi beaucoup cette articulation, parce qu'on ne voit pas les mammifères, ils n'ont pas tellement de problèmes de hanches en règle générale. Ils ont peu de problèmes de hanches. En revanche, ils ont des problèmes de colonne que nous on a moins, parce que la colonne elle travaille à l'horizontale et elle est donc très sollicitée par tout le poids de l'abdomen, etc. Alors que nous, la colonne est en station debout. À l'inverse, par contre, nous, c'est que nous avons des mouvements rotatoires qui sont vers la droite, vers la gauche. Et c'est là où toutes les vertèbres lombaires vont être concernées par cette capacité au changement de direction. Et toutes les tensions, comme les lombalgies ou autres, sont des tensions qui nous montrent à quel point nous avons peut-être une difficulté dans le rapport au mouvement et au changement dans les grandes directions de notre vie. Et chacune des lombaires étant en référence avec un grand point archaïque référentiel. Il y a 5 lombaires, il y a 5 points d'appui fondamentaux dans le rapport à la vie. Et ces 5 points, quand ils sont concernés, bien entendu, vont se mettre en tension. Évidemment. Et je crois que c'est Julia donc qui nous rejoint. Bonjour Julia. Bonjour Brigitte, bonjour Michel. Bonjour. Merci de m'accueillir. Je vous en prie Julia. Donc vous avez, c'est la hanche gauche, c'est ça? Oui, et la droite aussi maintenant. Bon. Alors, j'ai 67 ans. En 2003, j'ai été opérée pour une prothèse de hanche à gauche. J'avais fait une chute 2 ans auparavant et donc il a fallu me mettre une prothèse.
Et donc c'était pour mes 42 ans. Et également, on m'a découvert une hypothyroïdie d'Hashimoto. Voilà. Donc malheureusement, j'ai été très très mal opérée. Il a fallu me réopérer en 2007. Et on m'a mis une prothèse, on m'avait mis également une prothèse défectueuse, mais ça je l'ai appris beaucoup plus tard. En 2007, j'ai été réopérée par un autre chirurgien qui m'a fait aussi beaucoup de bêtises. On m'a mis des matériaux incompatibles. Et ça n'est qu'en 2018, j'ai consulté assez loin de chez moi, en région parisienne. Et là, j'ai trouvé quelqu'un qui m'a remis sur pied. Voilà. Et malheureusement, j'ai voulu acheter une maison l'année dernière. Et j'ai fait une chute dans un magasin, quelque chose de très bête. Et il faut maintenant il me faut une prothèse sur la hanche droite à présent. Voilà, alors je croyais avoir réglé mes problèmes, mais apparemment non, il doit en rester. Puisque j'ai dû annuler cette ça, vous savez, voilà. Dans la vie, des problèmes, on en rencontrera encore et toujours. Oui, oui, bien sûr. Le tout, c'est peut-être symboliquement, en effet, d'y mettre du sens pour se sentir. Oui, je pense à ça, oui. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Ben oui, mais vous savez, on l'évoquait avant que vous interveniez à l'antenne sur ce que pouvait être la symbolique des hanches et la hanche gauche, qui est celle qui a été la première concernée. Oui. Dans votre cas, elle est porteuse d'une symbolique fondamentale et majeure, qui est celle de la symbolique paternelle ou de l'image du masculin en général et du rapport à l'autorité. Et que 42 ans, l'âge que vous évoquiez, c'est celui qu'on avait évoqué dans la précédente émission, qui est en rapport avec une image mythique symbolique forte qui est Saturne, c'est-à-dire l'image du Père omnipotent. Ouais. Et on voit combien, manifestement, dans votre histoire, votre corps semble vous dire qu'il y a une vraie tension dans le rapport à cette image. Et si je vous demandais de définir votre père en 3 mots, qu'est-ce que vous diriez ? Absent. Oui. Voilà. Le point d'appui nécessaire et fondamental n'était pas là. D'accord. Et au moment de ce cap de passage des 42 ans, eh bien, la portance a disparu et a lâché. Et la souffrance a continué puisque toutes les autorités que vous avez rencontrées pour censé régler votre problème ont failli. À la hauteur. Elles ont été absentes, elles aussi. Elles n'ont pas été à la hauteur. Et ah oui, c'est très juste. Voilà. Oui, c'est très juste. Alors après, on pourrait dire que c'est le hasard, hein, bien sûr, mais le fait de mettre du sens, ça peut vous aider à avancer, si je puis dire. Oui. Et puis là, oui, cette chute malencontreuse, mais qui quand même porte des conséquences qui n'est sans fortes. doute pas hasardeuse non plus. Hein, elle montre bien que peut-être il faut travailler votre confiance en vos capacités à... Votre assise et vos équilibres intérieurs, puisque vous avez pu voir avec la hanche gauche que vous avez fini par trouver la solution et la réponse. Et qu'il doit sans doute en être de même à partir du moment où l'image du père a été défaillante, l'image de la mère a été compensatrice, quelle que soit la manière. Non, pas du tout. J'ai dit quelle que soit la manière. Ah bon? Mais oui, c'est-à-dire qu'on peut compenser par la surprésence ou on peut compenser par l'inverse. Ah oui. Et c'est au moment où vous allez vous faire le cadeau de votre vie, c'est-à-dire acheter une nouvelle maison, c'est-à-dire un nouveau temple où vous allez habiter, que là vous tombez à nouveau. Oui. Et que sans doute là vous êtes en train de rencontrer quelque chose qui vous dit au plus profond de vous-même, bon, tu vas reconstituer tes 2 assises et tes points d'appui, mais maintenant il faut que tu t'occupes de toi et que tu laisses passer ces images qui sont des images qui ont été insatisfaisantes. Oui, très juste, très juste. Seulement, enfin, si je peux vous parler d'une chose qui me tracasse un peu, c'est-à-dire que j'ai une mère qui m'a... Enfin, j'ai été le bouc émissaire de ma mère, on va dire, toute ma vie. Et donc, j'ai coupé les ponts. Seulement, mes parents ont mis en place enfin, comment dit-on, pour leur héritage, un système de... comment ça s'appelle excusez-moi, c'est les... De donation ?
Oui, voilà, mais seulement là, ils ont pratiqué la donation universelle entre eux, c'est-à-dire que celui qui mon père dernier est décédé, vivant. Oui, le dernier vivant. Oui, voilà, donc enfin, c'est rarissime, hein, c'est quelque chose d'assez rare, et c'est le dernier vivant qui fait ce qu'il veut. Et ma mère, là, elle a essayé de me faire très très mal. Bon, moi, j'ai coupé les ponts parce que l'argent, ça voulait dire, toi, tu le mérites pas, donc on ne t'aime pas. Pas tout à fait, c'est pas tout à fait ça que ça voulait dire, mais c'est ce que vous avez ressenti vous. Oui. C'est ça. Mais sauf que si vous voulez, je vais être très direct et brutal, elle vous a rendu un sacré service parce qu'elle vous oblige à partir, à quitter, à vous libérer, à vous détacher. Elle vous oblige à vous construire. Elle est vraiment rentrée dans le schéma le plus négatif à votre égard, puisque elle, avec cette négation par rapport à ce qui est la transmission et l'héritage. Mais je voudrais juste quand même vous faire une petite image et une petite analogie. L'héritage ou l'hérédité, quelle est la différence? Je ne sais pas. L'héritage, c'est peut-être les valeurs matérielles. L'hérédité, c'est peut-être une autre transmission. D'une telle ascendance, est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse? Non, justement, non. Voilà. Et donc, elle vous a fait le cadeau de vous débarrasser de ça. Oui, on peut le voir comme ça, mais si vous voulez, moi, c'est comme une épée de Damoclès. Le jour où elle va décéder, oui. Je ne sais pas ce qui va me tomber sur le nez. Non, mais je veux dire, c'est ma capacité à accepter ça, quoi. Voilà. Qu'est-ce qui va vous tomber sur le nez? Je comprends pas. J'ai un frère et je pense que mon frère va avoir le pactole, entre guillemets. On ne peut pas vous déshériter totalement, madame. Oui, mais bon, je trouve que même si c'est une petite part, je trouve ça injuste. Parce qu'on a des enfants, pour moi, on doit diviser par le nombre d'enfants. Sinon, ça fait toujours des choses qui font souffrir. Oui, mais c'est justement ça qui vous fait souffrir. C'est parce que vous vous accrochez à ça. Tout à fait. C'est parce que vous vous accrochez à ça. Je sais que c'est pas simple et que c'est compliqué, etc. Il faut que vous tourniez la page là-dessus et que vous considériez que vous n'avez pas d'héritage à attendre. Oui. C'est votre santé qui est en jeu. C'est accepter, accepter que vous n'aurez peut-être rien et vous n'aurez qu'une bonne surprise. Oui, c'est votre santé qui est en jeu. C'est votre... Oui, non, je suis d'accord avec vous. Ouais. Parce que votre colère justifiée, parce que c'est vrai que l'injustice provoque de la colère et c'est injuste. Mais à quel prix estimez-vous une hanche? Mais vous voyez, lâcher, c'est comme ça que vous allez pouvoir vous mettre au monde et respirer, et vivre. Après, je ne sais pas quels sont les rapports avec votre frère. Je ne sais pas comment lui. Je vais vous donner une idée du rapport, c'est qu'après ma seconde opération de la hanche, alors que je n'étais pas du tout remise, j'ai mon frère et ma belle-sœur qui se sont mis face à moi et qui m'ont dit, si tu meurs, qui c'est qui hérite? Voilà leur préoccupation à mon égard. Vous voyez combien vous avez intérêt à quitter tout ça, puisque c'est ce que j'ai fait. J'ai fermé la porte à tout ça, ouais. Mais fermez-la définitivement dans votre cœur aussi, et puis ça ira beaucoup mieux. D'accord. J'ai une autre question, je peux la poser? Oui, allez-y, Julia. Merci. J'ai un petit kyste sur le pancréas de 4 mm et j'aurais aimé savoir ce que ça voulait dire. Enfin, il est surveillé. Exactement tout ce que l'on vient d'évoquer, c'est-à-dire que les kystes, ce sont des fixations de mémoire traumatiques, d'induration, de frustration. Et donc, vous avez peut-être fermé la porte, mais vous l'avez encore en travers. D'accord. Et la rate et le pancréas, ce sont les deux outils, ce sont les deux vecteurs de la mémoire. Et donc, ça veut dire qu'il y a un ressassement inconscient par rapport à ça. D'accord. Donc, faites-vous peut-être aider pour balayer toutes ces mémoires toxiques qui sont là et qui n'ont aucune raison d'être. Vous avez autre chose à faire de votre vie que d'être intoxiqué par ces espèces de rancœur et d'amertume. Qui sont une histoire qui appartient peut-être à une petite fille que vous avez été, parce que évidemment que vous avez été blessé dans ces moments-là, mais que la femme que vous êtes devenue aujourd'hui, elle a autre chose à faire, elle a vraiment une autre maison à investir. Merci beaucoup et bon courage, Julia. On fait une petite pause et on va conclure dans un instant. Demain, avec Laurent Carilla, nous évoquerons le plaisir et l'addiction. Quelle est la frontière entre les deux? Vous pensez être addict au jeu, au sucre, à l'alcool, à la drogue ou au sexe? Ou vous vivez avec un addict? Venez apporter votre témoignage 0826 300 300.
Brigitte Lahaie, Sud Radio. Michel Odoul, toujours avec nous, et on continue avec les articulations. Et je rappelle qu'on peut vous retrouver aussi dans 10 mois où tu as mal, je te dirai pourquoi, aux éditions Albin Michel, qui est un livre, en fait c'est 30 ans, hein, donc on lui souhaite encore de nombreuses années. Ah oui, autant. Bah oui, à mon avis, vous serez plus là que le livre sera toujours en vente, hein, Michel Odoul. Et ça, c'est quand même une belle réussite, finalement. C'est possible, oui. Ah oui, souhaiter que, entre guillemets, ces enfants oui, c'est sympa. Nos enfants nous dépassent, ça c'est... Bah oui, c'est naturel et c'est un vrai mythe, moi je trouve ça un vrai objectif. C'est sympathique. Alors on va revenir encore sur les hanches avec Laura. Bonjour Laura. Décidément, oui, les hanches aujourd'hui. Oui, bonjour. Je vous remercie de prendre mon appel et puis je suis très contente parce qu'en fait j'ai acheté le livre. Moi, j'ai essayé le livre. Je dis j'ai essayé parce que c'est compliqué. Il vaut mieux avoir affaire à Dieu qu'à ses saints. Donc quand j'ai vu que Michel Odoul était là, j'ai sauté sur l'occasion et j'ai dit c'est lui qui va me dire. Oui, mais vous savez Laura, je crois que c'est pas un livre qu'on lit comme ça du début à la fin. C'est un livre qu'on va piocher un petit peu, on essaye on relit. Puis on va chercher la zone qui fait mal, à quoi elle correspond pour nous. Est-ce que ce qui est mis rentre en résonance avec ce qu'est notre vie et ce que nous en percevons? Oui, mais enfin, je pense que vous serez plus à même d'éclairer ma lanterne. Alors allez-y. Alors en fait j'ai des douleurs partout, j'ai l'impression, mais j'ai surtout mal à la hanche, donc j'ai de l'arthrose et à l'épaule, à la hanche droite et l'épaule gauche. D'accord. En fait. Et c'est vrai que j'ai 70 ans, mais en bonne santé jusqu'à maintenant, assez active, sportive, mais sans trop, et je n'avais jamais eu de douleur nulle part. Et là, j'ai eu un divorce après 45 ans de mariage difficile, une relation un peu toxique. Et j'avoue que là, je m'aperçois que j'ai des douleurs maintenant. Alors, je ne sais pas si ça peut avoir symboliquement, c'est quand même ça me fait sourire là, quand même. Voilà, c'est exactement de tout ce dont on vient de parler. C'est fabuleux, oui. Etc. Merci Laura, parce que pour conclure, je trouve que votre témoignage est totalement dans le... Et surtout qui permet de comprendre la complémentarité des articulations entre la hanche droite et l'épaule gauche. Et là, c'est curieux. C'est pas curieux, c'est tout à fait logique et normal. Et ce que vous dit votre corps, simplement, c'est qu'à travers la hanche droite, il est en train de vous dire que vous avez... La hanche, sur le plan symbolique, elle est porteuse d'un sentiment de trahison et d'abandon. Et ce sentiment de trahison et d'abandon, chez vous, il se manifeste du côté droit. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que quelque part, au plus profond de vous-même, il y a une vraie culpabilité, voire une vraie colère vis-à-vis de vous-même. Pour vous être, entre guillemets, fourvoyé dans ce couple, ou n'avoir pas vu un certain nombre de choses plus tôt. Avec comme correspondance l'épaule gauche. L'épaule, c'est les contraintes ou les empêchements que nous vivons venant du monde extérieur. Et que sans doute, peut-être que ce qu'on peut conclure de ça, c'est que des contraintes venant de la latéralité gauche, donc du masculin, qui ont conduit à un sentiment d'abandon ou de trahison de soi en tant que femme et féminin, peuvent peut-être parler du fait que on a l'impression qu'à cause de l'autre, on n'a pas réalisé ou vécu sa vie, ou qu'on s'est empêché de vivre un certain nombre de choses. Oui, c'est tout à fait ça, c'est incroyable. Mais vous voyez, ce qui est intéressant, Laura, c'est que à partir du moment où vous mettez du sang sur vos deux articulations qui vous font mal, vous allez pouvoir d'abord vous pardonner à vous-même, parce que de toute façon, vous avez fait ce que vous pensiez devoir faire, et puis voilà, et comprendre aussi pourquoi vous avez subi tout ça, et donc là on remonte un petit peu plus haut dans votre vie. Oui, bien sûr. Parce que ça va être les images parentales qui vont arriver, etc. Mais si on a des bons parents qui nous aiment et qui nous sécurisent, on n'accepte pas pendant 45 ans de subir ce que vous avez subi.
tout à fait, oui. Oui, en même temps, j'ai connu celui qui devenait mon mari l'année où ma mère est décédée. Donc j'avais 20 ans. Et bon, ça peut être une relation aussi, hein, de toute façon. Bien sûr, vous étiez certainement parce que perdre sa maman à 20 ans, c'est pas facile. Et vous étiez donc certainement un peu plus fragile. Et puis, comme tout homme toxique, ou toute personne toxique d'ailleurs, parce qu'il y a des femmes aussi, vous étiez une proie facile. Hein, Ouais. Alors vous avez cru au départ qu'il allait vous secourir, qu'il allait vous alliez pouvoir vous appuyer sur lui. En fait, voilà. Mais en même temps de ça, si vous voulez, au-delà de la question, à nouveau, soyons clairs là-dessus, on n'est pas dans de la pensée magique de dire qu'il suffit de savoir et de penser pour que tout va se régler. Donc évidemment que allez voir votre ostéopathe, ou sinon à nouveau par rapport à la hanche, on en a beaucoup parlé, mais c'est vrai que je sais que dans les praticiens qui sont formés et que je forme à Paris, il y a vraiment là les outils qui sont des outils de réponse à ça. Donc ça, il ne faut pas hésiter à le faire, ça vaut vraiment le coup. Parce que ça évite la dégradation de la hanche et ce qu'on appelle après l'arthrose de hanche qui amène à ce qu'on appelle de la coxarthrose et les nécessités opératoires. Donc ça... Je crois que j'en suis là quand même maintenant. Ça, je ne sais pas. Ça après, je ne sais pas, c'est vous qui savez. Voilà. Un examen, oui. Oui, mais vérifiez quand même et consultez peut-être éventuellement avant. Et puis sinon, écoutez, voilà, c'est aussi une opération qui se fait et qui a le mérite d'exister et qui fonctionne. Mais là, au-delà de cela, si vous voulez vraiment intégrer cette idée de fond qui est que il faut vous relâcher et vous libérer totalement de ce qui a été ce passé qui vous a conduit aujourd'hui à faire cette espèce de constat dans lequel il y a inconsciemment une espèce de mécontentement de fond vis-à-vis de vous-même. Et là, il faut vraiment vous réconcilier avec vous. Il faut vous détendre et vous relâcher par rapport à ça. Il faut reprendre confiance dans vos appuis parce que vous avez encore de la marge et du temps devant vous, vous savez. Oui, j'espère. Mais bien sûr. Mais il ne faut pas espérer, il faut en être certain. En même temps, alors déjà une question. Vous parlez de praticiens que vous avez formés. Oui. Comment peut-on trouver Vous allez sur le site de Vous allez sur le site Shiatsu-Institut, vous trouverez là. Voilà. Mais à nouveau, moi je parle de ce que je connais et de ce dont je suis sûr. Vous pouvez tout à fait avoir près de chez vous un ostéopathe tout à fait compétent qui puisse répondre aussi. Oui. Bien sûr, on est là pour donner des pistes. Et alors, vite, parce que je pense que vous allez terminer. Là maintenant, j'ai un problème. Bon, j'ai écouté l'émission et c'est vrai que je ne suis pas la seule. J'ai vraiment un vrai problème en même temps de la surprise qui va avec, puisque je suis en permanence contractée et je pense que ça Mais qu'est-ce que vous risquez, Laura, qu'est-ce que vous risquez si vous lâchez prise? Je sais pas. De vous écrouler, tout simplement. Vous savez, le contraire du lâcher prise, c'est le contrôle. Et si on n'arrive pas à lâcher prise, c'est parce qu'on croit qu'il faut tout contrôler. Donc, à un moment donné, vous avez tout contrôlé, regardez où vous en êtes. Donc, c'est peut-être pas mal de plus contrôler. Et en même temps, pensez à respirer. Je vous assure, la respiration. Regardez quand vous êtes en train de vouloir contrôler quelque chose, comment vous êtes en train de vous mettre en apnée. Et là, vous voulez parler très vite parce que vous voyez, prenez le temps de... Moi, j'ai fait des années de méditation et quand on me dit que ma voix est posée, ben oui, ma voix est posée parce que il y a une respiration profonde qui mais ça s'apprend, c'est pas tout le monde peut y arriver. Au début c'est peut-être un peu compliqué, mais vous pouvez peut-être, par exemple, dans le yoga, on apprend assez bien à relâcher. J'ai parlé d'un de mes livres qui s'appelle « Dis-moi comment ». Il y a plein de recettes dedans, il y a plein de réponses, plein de techniques, plein de choses. Dis-moi comment aller mieux chaque jour. Voilà. Si vous saviez déjà ne serait-ce que comment on se regarde le matin dans la glace ou le soir avant de se coucher, ne serait-ce que des petits points de détail absolument incroyables, mais tout ça, ça participe. Vous savez, Mong Tse disait l'homme de peu considère que un peu du bien ne lui apportera pas grand-chose et il ne le fait pas. Il considère qu'un peu de mal ne lui n'ira pas et ne l'évite pas.
Et donc, il y a vraiment à aller reconstruire quelque chose comme la fourmi qui pose chaque brindille. Et justement, tout à l'heure, je parlais de Bouddha dans le Love Conseil. Si Bouddha a un gros ventre comme ça, c'est justement parce qu'il a appris à respirer par le ventre. Donc, gonflez votre ventre pour garder l'air, et puis après, vous soufflez tranquillement. Et quand vous soufflez, vous éliminez tous vos ennuis, tous vos problèmes. Et puis vous inspirez avec beaucoup de joie et d'ouverture vers la vie. Oui, eh bien merci. Le tout, c'est de retrouver l'envie de le faire. Voilà, c'est ça. C'est de trouver quoi, pardon ? L'envie. Ça, il faut faire ça de façon scolaire. Ce sont des devoirs. Vous avez reçu aujourd'hui une prescription d'un devoir à faire à la maison. Et puis, est-ce que vous avez envie d'être heureuse ? Oui. Eh ben, la réponse est signifiante. N'est-ce pas ? Si vous m'aviez répondu oui tout de suite, ce ne serait pas des devoirs, mais vous voyez. Donc, oui, non, mais c'est ça, parce que c'est cette envie-là, justement, d'être heureuse que je dois retrouver. Non, vous devez rien du tout. Vous faites comme vous voulez. C'est votre vie. Mais vous avez raison. C'est votre vie, et on a chacun la vie qu'on a envie d'avoir. Mais dans l'envie, il y a la vie. Hein. On pourrait jouer comme ça avec les mots très longtemps. Merci beaucoup, Laura. Merci à vous. Merci pour vos conseils. Je vous en prie. Bon, je pensais qu'on allait aborder aussi plein d'autres articulations, mais on pourra revenir sur le coude, les chevilles, etc. Enfin bon, on a bien vu que le bassin, c'est intéressant. Dans nos mondes d'aujourd'hui, ce sont les articulations du mouvement et de l'équilibre. Et ils sont compliqués dans nos quotidiens. Ça ne m'avait pas échappé. Merci beaucoup, Michel Odoul. Demain, on sera avec Laurent Carilla. On va parler de plaisir et d'addiction. Où est-ce qu'elle se situe, la frontière, les addictions, le plaisir ? Ça sera certainement une très belle émission aussi. Et tout de suite, vous retrouvez Alexandre Delevanne. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Merci de nous écouter sur Sud Radio. Non, c'est normal, parce que vous êtes une radio sympa, diversifiée et tout, donc c'est très bien.